On se retrouve pour un nouvel épisode de la série des GAFAM. Je rappelle le principe, on prend un usage du numérique qu'on a au quotidien, par exemple ici les photos pour cet épisode, et on propose des alternatives, mais des alternatives par niveau. Parce qu'en général, on se dit que lorsqu'on veut quitter les GAFAM, il va falloir auto-héberger automatiquement ses solutions et d'être fort en informatique. C'est pas toujours le cas. Il y a des alternatives qui existent, qui sont souvent des alternatives faciles, plus résilientes, plus éthiques, et on n'a pas toujours besoin de se lancer dans l'achat d'un VPS, d'un Raspberry Pi, etc. On peut déjà commencer par des choses assez faciles et assez accessibles au grand public. Mais on prendra aussi, bien entendu, des choses un peu plus complexes. Il y en aura pour tous les niveaux, donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous voulez voir la suite des usages. Aujourd'hui, comme je le disais, on va parler des photos. La semaine dernière, on a parlé des fichiers et on abordera plein de choses tout au long des semaines à venir. Les mails, contacts, calendrier, mots de passe, chat, VPN, IA, réseaux locaux, les OS pour quitter Windows, etc. On parlera de Linux. Bref, chaque semaine, un nouvel usage et chaque semaine, un nouvel usage avec des alternatives par niveau. Le mode facile, le mode normal, avancé, hardcore. Et ensuite, on revient plus précisément de chaque alternative et on voit ses avantages et ses inconvénients. Donc on commence tout de suite avec la liste. Donc là c'est la gestion des photos. C'est vraiment si on veut organiser ces photos en album, détection des personnes, des visages, etc. Il ne faut pas non plus qu'on perde trop d'usage lorsqu'on veut quitter des logiciels et qu'on se retrouve avec rien en face. Pas besoin de faire des concessions non plus à ce stade-là. On a des alternatives qui nous permettent d'avoir quasiment les mêmes fonctionnalités qu'on aurait dans un iCloud Photo, dans un Google Photo, donc il n'y a pas trop de concessions à faire. Par contre, on peut monter en puissance ici sur le degré de technicité pour pouvoir le faire. Le mode facile, et si vous avez déjà vu le premier épisode, vous savez que le mode facile, c'est toujours en mode SaaS, c'est-à-dire que vous n'auto-hébergez rien. On passe à l'auto-hébergement ici avec la barrière que j'ai matérialisée avec des petits tirets ici, des petits pointillés rouges. Là, on passe au mode auto-hébergement, mais on verra qu'on peut faciliter son auto-hébergement parce que les applications sont compatibles YunoHost. On parlera de ça, qui est un outil qui va nous aider à auto-héberger des solutions. Mais on commence tout de suite avec la première alternative qui s'appelle NT. NT, c'est la porte d'entrée si vous voulez un gestionnaire de photos plus résilient, plus éthique, sans non plus vous prendre la tête à devoir vous-même auto-héberger vos solutions. Petite parenthèse, on n'est pas sponsorisé par aucune des alternatives dont on parle, ce sera le cas pour toute la série, c'est vraiment dénué d'intérêt commercial, c'est juste l'issue de nos recherches et des recherches qu'on fait en live, parce qu'avant de pouvoir faire cette vidéo, en général on fait un live d'1 heure, 1 heure et demie avec toute la communauté, voilà, pour statuer sur ce qu'on met dans facile, ce qu'on propose au global, etc. Donc ça sort pas de nulle part, on travaille un peu le sujet et après on propose une vidéo récapitulative. Donc NT, ce qui est cool, c'est que c'est chiffré, ça s'appuie sur un logiciel open source pour lequel il propose une version SaaS, sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici directement. Vous avez des forfaits en fonction du stockage dont vous avez besoin, 50 Go, 200 Go, 1 Tera, 2 Tera. Vérifiez tout de suite, vérifiez d'abord avant de prendre l'offre à 2 Tera, etc. Vous allez mettre toutes vos photos, testez-le toujours avec un petit album ou 2 albums, vous installez l'application, vous faites remonter vos photos automatiquement avant de vous lancer dans la grosse migration, etc. C'est toujours le conseil que je donne et ce sera valable pour toute la série. Avant de partir sur les gros plans élevés, si vous avez besoin de prendre une version SaaS, c'est souvent payant, ou même une migration entière d'un usage. Vous voulez migrer et auto-héberger votre serveur d'email, grand bien vous en fasse, ce sera la semaine prochaine, ça va être un peu sympa. Testez-le d'abord sur un bac à sable, ce genre de choses avant de vous lancer. Et c'est valable pour tout, parce que on va passer vachement de temps parfois à faire une migration. Pour les photos, c'est jamais indolore. Déjà, d'aller récupérer les photos de son Google Photos ou de son iCloud, on sent vraiment qu'ils n'ont pas envie qu'on les quitte. Donc ils vont pas forcément nous faciliter la vie. Donc faites-le déjà sur un petit périmètre. Et après vous pourrez évoluer. Donc là c'est la porte d'entrée, si on veut quitter les GAFAM avec une alternative facile, vous pouvez regarder du côté de NT, même si c'est une version SaaS, c'est chiffré, ce qui veut dire que eux, sur leur serveur, ne voient pas vos photos. C'est-à-dire que vous les envoyez au moment où vous les uploadez, ça les chiffre, et quand vous voulez les ouvrir, les lire, vous les déchiffrez, à chaque usage. C'est un peu le même principe que Proton, si vous connaissez, et vous avez des applis mobiles, etc. Porte d'entrée NT, très cool. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur ce que vous utilisez. Comme toujours, je lis tous les commentaires, je regarde, je commente, quand je découvre des applis, je vais creuser potentiellement pour en faire des vidéos, donc n'hésitez surtout pas. Ensuite, le mode normal. Alors, là il y a débat. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de SyncThing. C'est génial, moi je l'utilise personnellement. Alors pas pour les photos, parce qu'on verra au niveau des avantages et des inconvénients que le stockage multiplié autant de fois à hauteur de la taille de sa bibliothèque photo, c'est un peu chiant. Mais bon, dites-moi ce que vous en pensez dans l'approche de SyncThing, le fait que ce soit peer-to-peer. On en a déjà parlé la semaine dernière sur la partie fichier. SyncThing, je l'ai mis avant l'auto-hébergement.
Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas besoin de serveur. En fait, vous allez synchroniser vos appareils entre eux. C'est un petit outil de synchronisation. Ce qui fait que si vous avez un dossier photo en local sur votre ordinateur, vous allez le rajouter dans les fichiers qui sont synchronisés et vous allez dire avec quel autre appareil sur votre réseau local il doit se synchroniser. On verra dans les avantages et les inconvénients, on en reparlera après, mais on va pas le faire avant l'heure. C'est que du coup, si vous avez une bibliothèque de 300 Go, si vous le synchronisez avec votre smartphone, vous allez synchroniser 300 Go. Les fichiers sont à plusieurs endroits. Versus un NT ou derrière, on va voir avec l'auto-hébergement, les fichiers sont à un seul endroit et après vous les ouvrez et vous les lisez via le web. C'est un peu la différence avec SyncThing. Donc bon, si vous avez beaucoup d'espace de stockage partout, sur tous vos devices là où vous voulez utiliser SyncThing, pas de problème. Après, vous n'êtes pas obligé toujours de le mettre sur smartphone. Vous pouvez très bien aussi faire comme on faisait avant, utiliser votre smartphone pour prendre des photos ou votre appareil photo pour prendre des photos et de temps en temps, vous les déchargez sur votre ordinateur. Je sais, c'est bizarre, mais ça existe et ça fonctionne plutôt bien. Moi, c'est l'usage que je fais avec Photoprism, on en parlera. Je vous oriente pas forcément à utiliser ce que j'utilise moi. J'essaie de vous donner tous les outils qu'on a balisés, avec des outils un peu coquins à la fin. C'est presque des clins d'œil à la fin, les outils hardcore. Voilà, mais je reprends toujours le même, c'est un peu un running gag, on en parlera juste après. Donc SyncThing, vous n'avez pas besoin d'auto-hébergement, puisque vous n'avez pas besoin de serveur ou d'ordinateur qui reste tout le temps allumé. Ça se synchronise entre devices dès lors qu'ils sont allumés et sur le même réseau. Ensuite, on passe en mode avancé. Pourquoi avancé ? Parce que on passe en mode auto-hébergement. Auto-hébergement, ça veut dire que c'est vous qui créez votre propre cloud, entre guillemets. Et là, il va falloir une machine physique chez vous, ce qu'on appelle un home lab, ou sur le cloud, ce qu'on appelle un VPS ou un serveur dédié. Mais en tout cas, il va falloir quelque part où vous allez poser votre logiciel. Et là, il y a 3 outils qui ressortent. Pour moi, c'est un peu les 3 qu'on reprend en général quand on parle de photos. Le plus connu, bien sûr, Imish, coup de cœur de pas mal de monde. C'est pas ce que j'utilise, je vous expliquerai pourquoi après. Parce que c'est probablement ce qui, et je vais vous l'ouvrir tout de suite, ce qui est le plus ressemblant en termes d'interface. Voilà, on va se loguer en démo. Hop, oui, ça ressemble. C'est Imish, c'est super solide. Vous avez la détection des visages, vous avez les cartes où vous pouvez naviguer pour voir où vous avez pris les photos. Photoprism fera la même chose en termes de fonctionnalité, mais là la grosse différence c'est que c'est l'interface qui est incroyable. C'est-à-dire que quand on utilise un outil, pour le commun des utilisateurs, on a quand même envie qu'il y ait une belle interface utilisateur, et c'est vrai que par rapport à Photoprism, ils sont un petit peu au-dessus. Voilà. Il y a des avantages et des inconvénients, on en parlera après. Ça c'est Imish, c'est le plus connu, c'est celui qui a le plus le vent en poupe on va dire, et qui est le plus prometteur aussi. Licence AGPL, logiciel libre, donc pareil, toujours, ça je le redis, je l'ai pas dit, mais quand on parlera d'auto-hébergement, ce sera de l'open source, systématiquement. Dès lors que ce sera même pas source available, c'est un peu la différence. Si on en est arrivé là, c'est que vous connaissez peut-être un peu la différence. Source available, ça veut dire que les sources sont disponibles, vous pouvez les auditer, mais c'est pas open et libre dans le sens où vous pouvez pas redistribuer, modifier, participer, etc. Bref, allez voir la licence si ça vous intéresse. MIT, AGPL, etc. Mozilla, bref. Donc ce sera open source, au moins logiciel libre au mieux. Donc là voilà, là on est sur du logiciel libre, AGPL. Photoprism derrière, qui est un peu moins connu. Quand on parle de photo, on parle beaucoup d'Imish, et la commu est quand même bien robuste autour de ça. Mais vous avez Photoprism, que personnellement j'utilise, qui a une interface un petit peu plus, un peu moins travaillée, on va dire, mais vous avez la même chose, gestion des albums, détection des personnes, les favoris, les lieux. En termes de stack, ce que j'ai bien aimé, pourquoi j'ai utilisé ça, c'est qu'on peut on garde plus l'intégrité de ses fichiers et de ses albums lorsqu'on vient les poser sur son serveur que sur un Imish. Imish, il va recréer sa bibliothèque à lui. Alors même si on peut faire une bibliothèque externe, etc. sur Imish. Bon, là on rentre un peu dans les termes techniques. Il y a des vidéos sur chaque outil dont on parle ici. Chaque outil dont on parle a sa vidéo dédiée. Je mettrai les liens directement dans la description. Imish, Photoprism, je sais pas si j'en ai fait une. Pour coup, Nextcloud, pourtant je l'utilise, Nextcloud Photo, mais il garde Photoprism plus d'intégrité sur les fichiers, il les détruit moins entre guillemets. Imish aura tendance à reprendre les photos que vous lui mettez et à les mettre dans sa propre organisation de dossiers à lui et à stocker beaucoup de choses en base de données, ce qu'on appelle les métadonnées. Photoprism gérera plus de choses directement dans les fichiers, soit directement dans les fichiers photos, soit en sidecar avec des fichiers à côté. Bon, c'est un peu technique. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on creuse plus précisément un comparatif Imish Photoprism. Pourquoi il ne faut pas juste se faire
alpagué par les objets brillants, Image, etc. Parce qu'il se passe des choses derrière sur comment sont organisés les fichiers, qui fait que potentiellement, si on s'y intéresse pas au moment où on veut partir et quitter Image, si un jour ça vous arrive, vous dites ah ouais, il avait quand même sa propre organisation. Hein. Niveau réversibilité, c'est pas parfait. Voilà. Bon, je referme cette parenthèse. Ça n'en est pas moins un outil incroyable, Image, hein, soyons clairs. Donc Photoprism, moi personnellement c'est ce que j'utilise, il y a des défauts, des avantages, des inconvénients, on en parlera un peu après. Vous avez également Nextcloud Photo, bien entendu, hein. Et ce qui est bien, c'est qu'on va retrouver un peu d'une vidéo, d'un épisode à l'autre, un peu les mêmes outils, ce qui fait que vous pouvez aussi vous dire que vous ne démultipliez pas les installations. Je pense notamment à Nextcloud. Si vous avez envie de faire une approche aussi de l'auto-hébergement, sans non plus démultiplier les installs, la maintenance, les backups, souvent la réponse ce sera Nextcloud et ça répondra quasiment à tout. Et c'est toujours le débat, un logiciel qui fait tout, qui peut potentiellement survoler certains usages versus le meilleur de chaque. Et c'est vrai que Nextcloud, en termes de stack, est un peu lourd aussi à héberger, même s'ils ont fait des efforts ces derniers temps. Vous avez aussi ça qui rentre en ligne de compte. Photoprism versus Image, là vous êtes sur du Go. Photoprism, je sais plus exactement ce que c'est au niveau du repo, faudra aller voir. C'est souvent un peu plus lourd, voilà. C'est vrai que quand on croise du Go ou du Rust de façon empirique, c'est toujours un peu plus léger. Image, je sais plus ce que c'est. Allez, on va faire l'effort d'aller regarder parce que je sais que vous l'aimez cet outil et ça va me faire mentir parce qu'à mon avis, on va trouver du Go ou du Rust derrière. Si je dis pas de bêtises, regardons un peu tout ça. TypeScript et Dart. Bon, TypeScript, je crois que derrière le moteur est passé sur Rust, si je dis pas de bêtises, donc on a indirectement du Rust. Bon, je suis pas développeur, faites-moi mentir en commentaire. J'adore les critiques, n'hésitez surtout pas à me corriger. Voilà, à apporter des précisions. Hein, j'ai pas la science infuse sur tout, c'est pour ça que je fais des lives aussi avec des gens dans le chat qui sont utilisateurs de chaque solution, qui nous mettent leur retour et tout, parce que moi tout seul, même si j'aime bien tout tester, je peux pas tout tester en prod et au quotidien. Voilà, donc Photoprism, Image, Nextcloud Photo, je vais vous l'ouvrir aussi ici parce que je me suis mis une petite instance Nextcloud Photo qui est juste là. Voilà, c'est un peu une autre c'est une organisation, hein, vous avez toujours la possibilité ici de naviguer à gauche. Les temps de chargement sont toujours... Bon là il n'y a pas de détection de personne, mais vous avez, ils se sont bien améliorés, notamment au niveau du cache sur les miniatures, etc. On pouvait déjà le faire. Là, c'est encore plus simple. Ce qu'ils appellent les souvenirs. Bon là, sur la version de démo, ils n'ont pas mis beaucoup de choses, mais ça me permet de vous montrer aussi le fait que sur Nextcloud Photo, on perd pas les usages. On est un peu à ISO fonctionnalité, Image, Photoprism, Nextcloud Photo. Le choix, ce sera plutôt de se dire, j'utilise Nextcloud Photo, Go, j'utilise Nextcloud pour plein d'autres choses, Go utiliser Nextcloud Photo aussi pour le reste. Ça va être valable pour les passwords, etc. Même s'il n'y a pas, toutes les applications ne se valent pas. Ça donne vraiment la sérénité de savoir qu'on utilise un seul et même outil. Là, Image et Photoprism, ça fait les photos, fin de jeu. Hein, on aurait presque pu ici le séparer en ayant le généraliste et après le pure player, le best of breed, en général comme on aime bien appeler. Allez, pour le bonus, et ceux qui suivent le live et qui sont sur la commu Matrix, parce que oui, on a un serveur Matrix aussi sur lequel on échange, hein, n'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a un salon d'entraide. Si vous êtes en train de quitter les GAFAM et que vous avez besoin d'un peu d'aide, on n'a pas créé un serveur Discord, hein, bien entendu, vous imaginez, vous connaissez bien les raisons, on est sur Matrix pour le moment, hein. Peut-être qu'on migrera ailleurs. Mais en tout cas, et ce sera toujours dans une logique éthique, etc., souveraineté. On est sur Matrix et on papote. Il y a des salons généralistes, des salons par usage, donc si vous avez besoin d'aide, soit en commentaire directement de la vidéo, soit directement sur le Matrix pour un peu plus d'interaction. Il y a des pros, il y a des moins pros, donc on s'entraide, les débutants, etc. Des gens qui connaissent certains outils, il y a un peu de tout, ça papote, on est 150 je crois. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Le mode hardcore, voilà, j'en avais déjà parlé lors de la première vidéo. Il s'agit de copy party, oui je sais, on me le redit à chaque fois qu'on en parle en live. Il pique les yeux, mais alors, pardon, parce qu'on rentre tout de suite dans le thème un peu énervé. On va se mettre en thème, Windows 95, juste pour la blague. Vous avez plein de thèmes, hein. Le thème par défaut c'est celui-ci. On va se mettre dans le thème Windows 95. Vous avez une gestion des photos également dans Copy Party, mais c'est pas juste un cloud sur lequel on vient mettre nos fichiers, vous avez vraiment la possibilité d'afficher ou non les miniatures directement dessus. Mince, qu'est-ce que j'ai foutu ? Vous pouvez afficher les raccourcis marchent pas. Vous avez une vraie gestion ici des photos, vous pouvez naviguer avec une gestion miniature, pas miniature. Vous pouvez faire de la multisélection. Bon bref, c'est un peu un mode hardcore parce que j'adore cet outil-là, mais c'est vrai que l'interface de base pique un peu les yeux. Dites-moi ce que vous en pensez, mais ça ne lui enlève pas sa puissance fonctionnelle.
encore une fois, et c'est quoi le principe de la puissance fonctionnelle, que je vais vous ouvrir mon copy party à moi, c'est l'upload de fichiers. En fait, son gros intérêt, si on vient ici par exemple, on va se connecter, ça c'est mon vrai copy party parce que je l'utilise, pas pour tout, si je fais un nouveau fichier par exemple ici, démo photo, et que vous venez à l'intérieur uploader les photos, je vais prendre un petit dossier photo, tiens hop, je vais prendre tout ça, et que vous venez hop juste glisser, regardez comment il vient copier, la rapidité avec laquelle il copie, parce qu'il fait des haches, c'est-à-dire que les photos, le gros intérêt de copy party, il n'y a pas que celui-ci, il y en a d'autres, mais le gros intérêt de copy party, c'est la rapidité de transfert. C'est-à-dire que vous avez un gros fichier, une grosse vidéo par exemple que vous voulez uploader, ou des photos au format RAW par exemple, eh bien elles font souvent 200, 300 mégas, il va les découper en plein de petits fichiers, ce qui fait que c'est beaucoup plus rapide, il y a beaucoup moins de bugs au niveau de la copie, parce que vous pouvez vous arrêter en plein milieu, il reprendra là où il en était, vous pouvez carrément commencer à copier des fichiers, un fichier de 10 Go, vous pouvez commencer à le copier, vous donnez le lien à quelqu'un, il peut commencer à le télécharger avant que votre upload soit terminé, parce que vous avez des hashes, forcément, c'est ce qui permet de faire ça, donc c'est des petits bouts de fichiers, donc celui avec lequel vous partagez le lien va pouvoir commencer à copier de son côté le fichier, les petits bouts de fichiers, et tant que c'est pas encore fini, je me répète, désolé, chez vous. Non, c'est vraiment un logiciel, oui, quand on passe le côté UI, UX, qui est un peu rugueux, qui est hyper puissant, donc je le mets toujours pour le moment dans les fichiers un peu hardcore. Proposez-moi aussi, je les connais pas tous, si vous avez une façon de faire, si vous utilisez par exemple Git pour gérer vos photos, etc. C'est pas tant le logiciel en lui-même qui est hardcore, c'est plus le process qu'on a mis en place. Et je sais que certaines et certains ont des petits process un peu coquins sur la gestion des fichiers. Moi j'ai mis en place Git avec un VPS Zero Knowledge, etc. Voilà, j'aime bien, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, je sais que sur SyncThing, on n'est pas tous d'accord pour dire que c'est le mode normal, mais dès lors qu'on a besoin, je trouve, d'auto-héberger soi-même ces applications, on passe tout de suite de l'autre côté de la barrière, je trouve. Déjà 17 minutes, on n'a toujours pas attaqué les avantages et les inconvénients. Bon, le mode facile, c'est un petit peu toujours le même avantage, c'est le mode SaaS, c'est-à-dire que vous vous occupez de rien, c'est simple, les backups sont faits. Par contre, vous avez une dépendance à une société tierce, aussi éthique soit-elle, qui peut changer ses prix, qui peut potentiellement faire évoluer ses conditions, se faire racheter, etc. Voilà. Donc on peut pas tout avoir, mais c'est vrai qu'il faut aussi se laisser tranquille, et c'est une très bonne alternative si on veut démarrer. Donc le mode SaaS, c'est toujours ça, les avantages et les inconvénients. Ensuite le mode normal. Bon, le mode normal, ici il y a débat, dites-moi en commentaire honnêtement. Certains me diront oui mais maintenant avec YouKnowHost tu peux héberger plus facilement que se lancer dans un peer-to-peer. Bon, moi je trouve que peer-to-peer c'est toujours plus simple que d'avoir un hébergement. Maintenant voilà, dites-moi en commentaire. Bon, c'est simple parce que en gros vous l'installez sur votre ordinateur, vous choisissez le dossier que vous voulez synchroniser, vous appelez en fait un autre, il détecte les autres devices sur le même réseau qui ont SyncThing, il vous les trouve, vous pouvez choisir, vous cochez juste avec qui vous voulez le partager, ça se fait tout seul, donc vous n'avez pas besoin de serveur, vous avez que des devices que vous avez déjà, que vous synchronisez entre eux. Alors les backups, c'est pas un outil de backup, attention, si vous avez un fichier vérolé, vous allez backuper et envoyer le fichier vérolé sur tous les devices. À la fois, si vous faites du Rclone R5, c'est pareil, votre fichier est vérolé, voilà. Mais c'est pas un vrai système de backup, ils le disent d'ailleurs en page d'accueil. Par la force des choses, votre fichier sera présent à plusieurs endroits, ce qui fait qu'il sera presque backupé. En tout cas, il sera présent à plusieurs endroits, mais ça ne vous empêche pas de... Voilà, j'ai eu un commentaire la dernière fois, je pense que la personne s'est carrément désabonnée de la chaîne, tellement c'était important pour elle de dire que SyncThing n'est pas un outil de backup. C'est vrai que ce n'est pas un outil de backup, mais je trouve aussi... Bon, ces photos, il faut toujours de temps en temps les envoyer ailleurs sur un disque dur externe, etc. C'est pas plus mal. Mais je trouve que le fait de synchroniser ces devices entre eux, ça vous fait que le fichier est à plusieurs endroits. Donc, s'il est à plusieurs endroits, c'est que si vous en perdez un d'un côté, vous pouvez toujours aller rouvrir l'autre ordinateur et potentiellement le garder. Surtout que vous pouvez gérer les versions, etc. Bon, l'inconvénient, et là, l'inconvénient, il prend tout son sens. Il prenait moins son sens dans les fichiers la semaine dernière dans l'épisode 1, parce que sur un drive, on n'a jamais 500 Go, 1 Tera. Il faut vraiment avoir envie. Sur des photos, c'est possible. Moi, par exemple, j'ai mes photos depuis 20 ans, plus ou moins. J'ai 300-400 Go de bibliothèque. Bon, si vous faites du peer-to-peer, ça veut dire que sur chacun des devices que vous allez avec lesquels vous allez synchroniser les photos, il faut qu'ils aient tous le même espace, parce que l'espace est dupliqué autant de fois que vous avez d'ordinateur avec lequel vous synchronisez, ou de device plutôt que d'ordinateur. Donc c'est le gros problème. Et la synchro par défaut se fait en réseau local.
c'est parce que vous êtes sur le même réseau que vous allez réussir à synchroniser. Par défaut, vous pouvez faire des relais, etc. Mais dès lors qu'on parle de relais VPS ou de relais de la communauté, c'est plus le mode normal, on est presque plus dans un mode hardcore. Donc là, par défaut, avec la config de base sans relais, c'est des limites qui sont importantes à mettre en avant. Ensuite, l'auto-hébergement, le gros avantage, c'est le stockage. Le gros avantage, c'est le même après, bien sûr, que le fait d'être chez vous, c'est-à-dire que vous n'avez pas de dépendance, ça c'est valable aussi pour tout. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais là on dépendait d'un tiers, là vous ne dépendez pas de tiers. C'est vrai qu'on devrait le mettre dans les avantages aussi. Ni là, ni sur l'auto-hébergement. Sauf si vous mettez ça sur un VPS, globalement vous avez quand même un serveur. Bon, qui peut augmenter de prix aussi, il y a ça, c'est-à-dire que les serveurs en ce moment, le prix augmente, alors que si vous êtes là en peer-to-peer, vous avez vos devices, vous les synchronisez entre eux, vous n'avez pas besoin de payer un serveur très cher, à cause du prix de la RAM, à cause de tout ça. Bon, c'est vrai que le stockage c'est un gros avantage, parce que vous stockez une fois, donc vous prenez la place qu'une fois, et après vous avez des clients qui se connectent. Les inconvénients, c'est de devoir faire le setup, c'est de devoir faire la maintenance, c'est de devoir faire les mises à jour, de devoir s'occuper de ses backups. Vous hébergez votre propre cloud, qu'on soit clair. Même si, effectivement, vous avez des petits outils qui vous permettent d'acheter une machine, de poser YunoHost dessus, et de pouvoir, si on regarde au niveau des applications, ici on va explorer le catalogue, si on prend par exemple Imish, vous l'avez, ça facilite, j'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous invite à aller la voir, ça facilite l'installation, le paramétrage, les mises à jour, les backups, ça facilite tout ça. Imish est compatible, Photoprism est compatible, ici Photoprism, Baptiste essaye de bien taper, Photoprism est compatible, Nextcloud est compatible, c'est pour ça que ici dans la mesure du possible, dans les alternatives, CopyParty était compatible, je mettrai un petit symbole quand c'est compatible YunoHost, ce qui vous permettra de savoir si vous voulez vous lancer dans l'auto-hébergement, sans non plus être un expert, reverse proxy, etc., VPN, que vous pouvez le faire via YunoHost, ça facilite l'auto-hébergement. Voilà, c'est ça, je mettrai le lien en commentaire. C'est un premier palier si vous n'êtes pas forcément technophile, sysadmin, développeur, ou que vous y connaissez, ça vous permet de vous... C'est vrai que les développeurs, pas parce que tu es développeur que tu es sysadmin et que tu arrives plus facilement à faire de l'intégration, mais bon, il y a quand même des facilités, on va pas se mentir. Et là, YunoHost, c'est plus pour le grand public, pour y arriver quand même si je trouve que ça reste toujours plus compliqué qu'un peer-to-peer. Donc c'est YunoHost compatible. Et après, hardcore, les avantages, c'est le stockage une seule fois, les fonctionnalités, vous pouvez ouvrir depuis l'appli mobile, vous n'avez pas une appli CopyParty, mais vous ouvrez en mode web, et vous avez un petit raccourci qui vous permet d'uploader vos photos aussi. Bon, c'est hardcore, c'est un exemple hardcore, n'hésitez pas à me donner les vôtres en commentaire. Les inconvénients, c'est le setup, c'est l'interface, c'est le backup, c'est tous les inconvénients du self-hosted, plus la rugosité, on va dire, de l'interface, et du process, et le fait qu'il n'y ait pas d'appli mobile et de synchro automatique. Voilà. Encore une fois, partagez ce que vous faites vous de votre côté, votre stack photo en commentaire. Le but, c'est d'essayer de prendre tous les usages possibles et d'y répondre. Là, on était sur photo, on va prendre mail, contact, calendrier dans les épisodes suivants, les mots de passe, le chat, Discord, tout ça, WhatsApp, Signal, tout ça on enlève. On enlève, Discord. On passe sur des Signal, ce genre de choses, Matrix, XMPP. Qu'est-ce qu'on fait avec les VPN? Intelligence artificielle, est-ce qu'on arrive à s'en sortir? Ou est-ce que les IA locales, c'est un peu compliqué? Qu'est-ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, les backups? Linux, pas Linux? Navigateur, le moteur de recherche, voilà. À chaque fois, on prendra un usage en particulier, des alternatives par niveau, et les commentaires pour partager votre avis. J'espère que cette vidéo vous a plu, cette petite vidéo vous a plu. Je vous envoie vers le lien, vers la série. Comme ça, vous avez tous les épisodes au même endroit. N'hésitez pas à vous abonner si ce genre de sujet vous plaît. Ici, on parle de résilience numérique, de logiciels libres, d'alternatives aux GAFAM et tous les sujets connexes. À bientôt.